vous donner un ordre d'idée des chiffres, c'est un projet tout compris à 330 000 euros en comprenant le prix d'achat, les frais de notaire, les travaux et les honoraires édifices. Il faut savoir que les personnes qui passent par MaPrimeRénov' et ces entreprises coûtent en moyenne 30% plus cher que les entreprises classiques. Parfois, c'est même 50% plus cher. Donc on voit bien que l'État essaye de mettre un peu la main sur la location courte durée et en général, quand ils font ça, souvent c'est suivi de mesures fiscales punitives derrière. Et messieurs, dames, on vous déclare aujourd'hui officiellement le lancement de Edifice clé en main. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Café Immo, le podcast où on parle d'immobilier, où on débunk un peu l'actualité et puis on parle aussi de ce qu'on a fait sur les dernières semaines, des projets sur lesquels on est parti en immersion, de ce qu'on met en place justement pour continuer d'assurer aux Français, aux Françaises la possibilité d'investir en immobilier. On parle beaucoup de locatif, vous le savez, même si on va graviter évidemment sur différents sujets. Toujours avec Martin Bourgeois, fondateur d'Edifice Group aujourd'hui. On va en parler parce que Club Immo maintenant évolue aussi. On a Edifice clé en main qui a fait son apparition. Martin, qu'on ne présente plus, avec qui je vais pouvoir discuter, échanger autour de ces sujets. Et puis écoute, moi je te propose de commencer sans plus tarder avec l'actualité un petit peu fiscale et financière qui est arrivée la semaine dernière. Non, mais très content d'être avec toi pour le podcast. Et ouais, on a des sujets intéressants à aborder ce matin, pas mal de nouveautés effectivement. On a plein de sujets intéressants. Avant de lancer le podcast, n'oubliez pas que sur la chaîne, on a beaucoup d'autres styles de vidéos. Alors quand je dis beaucoup, on a le podcast, on a aussi des analyses, mais surtout des immersions. Je vous mets un lien vers une immersion tout de suite. L'immersion, c'est le niveau le plus avancé de ce qu'on peut faire sur des projets. On se déplace directement sur les immeubles de rapport, les colocations ou les stratégies complémentaires sur les projets de nos clients tout simplement. Et pour vous, c'est énormément de contenu et d'informations à aller chercher. Comment est-ce que Martin pense ses optimisations? Comment est-ce qu'on réduit les coûts? Comment est-ce qu'on calcule correctement un budget travaux? Tout ça, vous le retrouvez dans les vidéos immersion. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, fiscalité, on est parti. Alors, actualité, écoute, il n'y a pas énormément de choses sur les dernières semaines qui se sont passées. On est toujours dans cette situation politique tendue qui ne s'arrange pas. Donc, tant que ce n'est pas figé, je ne peux pas dire grand-chose par rapport à ça. Mais j'ai mis une story hier sur la location courte durée, je ne sais pas si tu l'as vu, Ouais, absolument. avec la loi Le Meur. Avec cette durcification justement de la location courte durée. Alors qu'est-ce qui va se durcir justement dans, en fait, c'est ça. dans cette loi? En fait, durcification, parce que c'est pareil, moi j'aime bien mettre en avant les points fiscaux, mais expliquer un peu le pourquoi du comment. En soi, ça rend pas du tout la location courte durée plus complexe. C'est les mêmes plafonds qui ont déjà été rabaissés, etc. L'exploitation, elle change pas, la fiscalité, elle change pas. Mais c'est toujours cette volonté de rigidifier cette méthode de location qu'il n'était pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on faisait n'importe quoi et c'était un peu la ruée vers l'or. Parfois, je rencontre des personnes en apéro qui me disent « Oui, c'est ce qui m'a permis d'acheter 5-6 biens en centre-ville et d'avoir de la rentabilité, chose qui n'existait pas, de les amortir. Et aujourd'hui, je suis hyper content parce que j'ai plus de crédit où il me reste quasiment rien à payer dessus et je suis hyper tranquille. » Mais aujourd'hui, 15 ans après, ça a un peu changé. Ouais. Airbnb, c'est interdit dans certaines villes. C'est boudé par énormément de villes à travers le monde. J'ai vu un article passer à La Rochelle où ils expliquaient que pour 10 logements neufs qui étaient construits, il y en avait 7 qui partaient dans de la location courte durée, par exemple. Et que la mairie n'en pouvait plus, que les habitants n'en peuvent plus, etc. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est vraiment... La Rochelle, ils se font dépouiller sur le côté courte durée. Enfin, Et je fais une petite aparté là-dessus, c'est hyper important parce que nous, dans nos stratégies, on a tendance toujours à éviter la location courte durée. Alors, j'en ai fait sur 2 biens, un que j'ai revendu, il me reste une location courte durée aujourd'hui. Mais c'est un bien qui est aussi rentable en colocation. Je ne suis pas dépendant de cette stratégie pour gagner de l'argent, je l'utilise tant que ça marche et que c'est du bonus. Mais c'est vraiment pas de la dépendance. Et je voulais le ressouligner parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore trop dans cette optique de je vois des gros chiffres, mais j'oublie toutes les contraintes qu'il y a derrière et j'oublie que numéro 1, la mairie joue contre moi parce que souvent quand je fais de la location Airbnb proche d'une grande ville ou dans une grande ville, la mairie peut mettre des lois de compensation, donc qui t'oblige d'acheter un local commercial et le transformer en habitable pour pas sortir des mètres carrés de la surface locative habitable dans le secteur. Plus spécifiquement sur le Pays Basque, tu rajoutes à ça une nouvelle contrainte, c'est tu n'as plus le droit aujourd'hui, si tu veux plus le mettre sur Airbnb,
Si tu veux le mettre en location classique à l'année, ils vont te mettre un plafonnement des loyers. Et si tu en as marre de tout ça et que tu décides de plus louer ton bien, dernière nouvelle, tu as une taxe d'inoccupation qui vient se rajouter. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les villes de France, mais en tout cas, ça expose clairement la directive politique des mairies, en tout cas de beaucoup de mairies de grandes villes en France, de le rendre de moins en moins intéressant. Et fiscalement également, donc pas juste les mairies, mais également l'État, l'administration, veut rendre fiscalement moins intéressant ce type de stratégie. Donc c'est toujours avoir à l'esprit, quand je fais de l'immobilier, je me positionne sur des stratégies moyen-long terme. Est-ce que je veux me positionner dans quelque chose sur lequel et la mairie et l'État a pour vocation de le rendre de moins en moins intéressant? C'est ça, parce que du coup, hier, tu as reçu un message, de haine sur Instagram. Et justement, hier, il y a un mec, je sais pas quoi, qui s'est défoulé, qui a dit « Ouais, parce que c'est moi qui ai mis la story avec la loi Le Meur, là, et j'ai mis en bas heureusement, ça ne sont pas nos stratégies. » Parce que oui, tu fais de la location courte durée, mais ta stratégie, c'est pas de faire de la location courte durée. Ouais. Dans le sens où ça représente une toute petite partie de ton patrimoine, c'est un peu la petite cerise sur le gâteau, c'est ce qui va te rapporter un peu plus d'argent, mais ta stratégie, elle est réfléchie parce que justement, tu l'as souligné avant, là, c'est en location courte durée, mais si demain, et autre chose, la mairie, elle peut mettre des quotas. Si demain, la mairie, elle met des quotas et qu'elle t'empêche de louer, toi, tu le bascules en location classique à l'année, colocation, parce qu'à la base, c'est comme ça que tu as construit le projet. Exactement. Et là, tu fais encore de la rentabilité. Ouais. Tu seras juste moins bénéficiaire, tu feras moins de cash flow, mais tu seras encore en cash flow. Bah, c'est simple, c'est un projet sur lequel j'ai 550 € de crédit, Ouais. en coloc, 3 chambres à 400 €, donc ça fait 1200 €, moins les charges, etc. Pour 500 €, j'ai 300-400 € de cash flow net qui tombe. Et là, aujourd'hui, en l'exploitant en location courte durée, j'ai 500 € de plus qui tombent, donc je suis à 800-900 €. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une stratégie location courte durée, c'est une stratégie location classique que tu passes en courte durée tant que la mairie de la ville où tu es fait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, n'impose pas de plafond ou de quota. Et donc, effectivement, oui, voilà, la location courte durée, on le voit, c'est de plus en plus, c'est méga boudé. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'atypique s'est vachement développé. On me pose souvent la question de l'atypique. Pourquoi ? Parce que l'atypique, ça me permet de sortir aussi des grandes villes, justement, dans lesquelles il y a toutes ces limitations-là. Donc je vais faire des love rooms ou des choses comme ça dans des secteurs complètement à côté. Alors est-ce que c'est une stratégie intéressante ou pas ? C'est vrai qu'on sort du côté besoin primaire locatif, donc moi je ne maîtrise pas trop cet aspect-là, quoi. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est conciergerie, on le voit, on a même des clients qui ont des conciergeries, ça peut se tendre, ça peut être un peu compliqué, et c'est très paradoxal parce que le nombre de locations courte durée augmente. Ouais. J'ai vu une stat comme quoi ça continue d'augmenter encore et encore et encore et encore. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent pour louer en location courte durée, malgré toute la fiscalité qui tire un peu ce système de location vers le bas. Ouais, y en a qui ont de l'espoir. Hein. Avec 2027, les élections, les cartes peuvent être rebattues, mais c'est un pari quand même. C'est un pari à quelques centaines de milliers d'euros sur un investissement, quoi. C'est un pari, ouais, complètement. Moi, je pense qu'aussi dans ces stats-là, parce qu'ils font pas la différence entre les différents secteurs. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent des villes pour le faire, parce qu'il y a aussi pas que du tourisme, il y a aussi tout ce qui est professionnel, etc. Il y a beaucoup de jeunes couples, par exemple, qui achètent leur résidence principale et qui détachent un studio dans leur maison pour faire du Airbnb et pour rembourser une partie de leur emprunt. Donc ça peut exister. Ouais, on n'a pas le détail un peu de ces chiffres-là, mais tout ça pour dire que la loi Le Meur, justement, c'est pas... on ne réduit pas les plafonds fiscaux, on n'impose pas plus de contraintes sur la location courte durée, mais ça force la déclaration maintenant systématique. Avant, on pouvait encore passer un peu entre les mailles du filet, etc. Maintenant, tout ce qui est location courte durée doit être déclaré. Il y a des pénalités assez lourdes en cas de non-déclaration ou de mauvaise déclaration qui sont mises en place. Donc on voit bien que l'État essaye de mettre un peu la main sur la location courte durée. Et en général, quand ils font ça, souvent c'est suivi de mesures fiscales punitives derrière. Donc c'est dans ce sens que je mettais la story et que voilà, je me disais, bon, ça continue de se durcir, ça va toujours dans ce sens-là, a priori c'est pas prêt de s'arrêter. Donc la location courte durée, voilà, c'est une stratégie qui peut être un peu risquée, en tout cas si on bâtit tout son patrimoine sur la location courte durée, quoi. Ouais, exactement. Soyez vigilants là-dessus, c'est bien de très vite diversifier. Si vous avez commencé par de la location courte durée, il faut très très vite diversifier sur d'autres stratégies, quoi. Et d'ailleurs, nous, ceux qui font de la location courte durée, dans les personnes avec qui on travaille et qu'on accompagne,
Souvent, c'est 2 bâtiments. Par exemple, j'ai un bâtiment en location classique, puis un bâtiment en location courte durée, où j'ai une courte durée dans l'ensemble du bâtiment, etc. Ça permet justement de lisser le risque et comme toi, s'il y a un problème, de basculer en classique et de continuer d'avoir des revenus, quoi. Donc voilà pour la location courte durée, la loi Lemeur. Loi Lemeur. Deuxième point super intéressant, je le mets dans ce podcast parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois et c'est des projets qu'on a vu passer ces dernières semaines aussi avec les inondations. Nous, on a eu. Je sais pas si tu as vu les trajets en train qu'on a fait entre Biarritz et Paris ces derniers temps. On longe des endroits où l'eau était quasiment au niveau des rails. Ouais. Tu avais des maisons qui étaient sous l'eau, tu avais des rez-de-chaussée entiers qui étaient souvent des granges, des garages, etc., qui étaient complètement inondés. Et il y a des villes qui en ont souffert. J'ai vu ça beaucoup autour de Tours, autour de Bordeaux aussi. Beaucoup, ouais. Bordeaux, dans toute la Gironde. Donc ça a été assez impressionnant les crues qu'il y a eu. Et du coup, je voulais qu'on en discute parce que on a eu des projets qui ont été partagés, par exemple dans des zones inondables ou dans des zones à la limite. Moi, je me souviens de... J'ai du Redon en tête. Ouais, moi j'ai Monia du côté de Bordeaux. Elle m'a envoyé une vidéo d'une maison qui était vachement... la maison était vraiment super, on aurait pu faire une super colocation. Et donc, tu as la marche là, et tu as l'eau qui est genre à 3 cm, quoi. Qui est à 3 cm. On était au pic de l'inondation et qui me dit, mais voilà, mais qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que je prends mes bottes? Non, mais Ma combinaison d'homme grenouille? Et tu sais, en plus, elle me filme comme ça. Et donc, tu as un espèce de garage, mais qui est déjà plus ou moins transformé en studio au fond, mais auquel on n'a pas accès. Parce que du coup, tu as 10 mètres entre les deux et tu as 1,10 m d'eau sur toute la longueur. Donc, le garage, il est déjà inondé, quoi. Et elle me dit, voilà, qu'est-ce que je fais, etc. Comment tu appréhendes un peu une zone inondable ou un bien qui est pas très loin d'une zone inondable? Est-ce que toi, tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Pourquoi? Alors, zone inondable, déjà, il faut regarder le contexte. La proportion d'inondations qu'il y a sur la dernière décennie versus sur les 50 dernières années, eh ben, je ne vous l'apprends pas, avec le dérèglement climatique, on en a une augmentation sur la dernière décennie. Donc, une fois qu'on a ce constat-là, on peut supposer que ça ne va pas forcément s'améliorer dans les prochaines années. Et donc, se positionner dans un secteur inondable, ça nécessite quelques petits verrous de sécurité. Numéro 1, c'est pas rédhibitoire d'être dans une zone inondable. C'est rédhibitoire si ça a été inondé sur les 15 dernières années. Si ça a déjà été inondé, là, ça peut poser problème. Mais on va pouvoir quand même avoir quelques petites subtilités parce que y a des communes qui ont l'habitude des inondations, donc qui ont pris quelques mesures de sécurité par rapport à ça. Ils peuvent mettre des digues, ils peuvent mettre des trucs. Donc ça, il faut, numéro 1, aller demander aux voisins les inondations. On peut le voir souvent sur les façades aussi, les traits d'eau. Ça, c'est assez facile à voir, ou bien en cherchant dans les archives ou sur Internet, vous pouvez trouver des photos de... On voit les dernières crues, on voit, tu as des chiffres, c'est monté à temps, etc. Ouais. Exactement, vous pouvez voir des photos, voir à quel point c'était inondé dans le secteur. Maintenant, quand on a un pied commercial, par exemple, au rez-de-chaussée, et qu'on est dans un secteur inondable, mais qui n'a pas été inondé sur les 10-15 dernières années, l'eau n'est pas rentrée dedans, déjà, numéro 1, obligation d'avoir du carrelage au sol. C'est obligatoire. Placo-hydrofuge, etc. On va prendre plein de mesures de sécurité en plus. Mais donc, tout risque mérite rémunération. Moi, je peux me positionner dans un secteur inondable qui n'a pas été inondé sur les dernières décennies, à une condition, c'est que j'aille taper une très, très grosse rentabilité. C'est la pratique seule condition. Il faut que, si mon rez-de-chaussée, par exemple, n'est pas loué, le projet soit viable, rentable, je ne perde pas d'argent, voire j'en gagne, même quand le rez-de-chaussée n'est pas loué. Moi, je vais mettre beaucoup plus de sécurité par rapport à ça. Ensuite, si on va vraiment jusqu'au bout de la réflexion, si vous avez le choix entre une zone inondable et une zone non inondable, même si dans la zone inondable, c'est plus risqué, mais plus rentable parce que vous tapez un meilleur prix, allez dans la zone non inondable. Ça vaut mieux parce que ça fera de votre patrimoine un patrimoine plus liquide qui se revendra aussi plus facilement par la suite. Ouais, moi j'ai eu des inondations et je pense que je vais pouvoir en faire un peu le détail là dans ce podcast. Mais c'est vrai, sur un de tes immeubles, tu avais eu... Ouais, moi j'y retourne plus. J'y retourne plus, je fais plus ça, ça a été une misère. Alors on apprend beaucoup dans la douleur. Dans ces moments-là, c'est là où tu t'apprends plein de choses, tu vois. Par exemple, mon assurance qui m'a bien eu sur certains points, tu vois.
Ah ouais, raconte une anecdote par rapport à l'assurance, je pense que ça peut. Anecdote de ça peut l'assurance, ouais, c'est intéresser. incroyable. Bon, déjà, si je remets un peu de contexte, j'ai un terrain qui en fait se trouve en bas d'une pente, tout en bas d'une très grande pente. Donc évidemment, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau arrive sur mon terrain. Normalement, ça se déverse ensuite sur le terrain d'à côté et ça allait rejoindre un cours d'eau qui était un peu plus loin. Sauf que j'ai un voisin qui a rehaussé son terrain sans faire de demande particulière, et donc je me retrouve avec l'eau qui est bloquée, puisque les deux terrains sont plus au même niveau, son terrain à lui est plus haut que le mien. On parle de 5 cm, hein. C'est pas énorme, mais 5 cm ça fait toute la différence, parce que l'eau ne peut plus s'évacuer. Il y a une butée, ce qui fait que l'eau s'accumule sur mon terrain. Donc moi je suis en bas de pente, ce qui fait qu'il y a l'intégralité de l'eau, et les sols aussi se gorgent d'eau beaucoup plus vers le bas que par le haut, forcément. Ouais. J'ai de l'eau qui peut passer couler, donc je me retrouve avec un terrain qui s'inonde. Mais c'est-à-dire que je l'achète le 2 octobre, je me souviens très bien, 2 octobre 2023. J'ai un chantier d'à peu près 1 mois et demi dessus, donc mi-novembre, tout est OK, tout est loué, etc. Ça a été une opération très rapide. J'ai une rentabilité sur le bien à 15,5. Donc ça va, j'ai quand même une très très bonne renta brute. Ouais. Ça fait un très beau cash flow qui est super intéressant. Et 2 semaines après la mise en location globale, etc., inondation. Putain, et là déjà c'est chiant, parce que je viens de tout refaire en fait, donc c'est relou. Inondation, donc j'ai l'intégralité de l'étage du bas qui donne sur le jardin qui est inondé. Alors pas de beaucoup, tu vois, il y a quelques centimètres d'eau, mais c'est suffisant pour taper le placo, c'est suffisant pour aller chercher la laine de verre derrière le placo. Laine de verre comme une éponge qui aspire toute l'eau par capillarité. Ouais. Donc ça vient en fait aspirer l'eau sur 1,20 m. Du coup, ça me défonce mon placo sur 1,20 m, parce que c'est pas un placo hydrofuge, c'est un placo classique. Donc j'ai l'intégralité de mes bas de mur qui sont foutus, quoi. Donc il faut reprendre, etc. Assurance, etc. Expertise et tout. L'expert vient, et là on est sur un grand moment. L'expert vient, et il me dit oui, cabinet d'expertise qui était très bon d'ailleurs, Elix Expertise, un truc comme ça. Franchement, ils étaient super. Mais il vient et il me dit oui, mais là, il y a un problème, vous n'avez pas déclaré l'intégralité du bien. Je dis comment ça, j'ai pas déclaré l'intégralité du bien? Il me dit vous avez déclaré combien? Je dis ben, moi j'ai sorti les DPE, 220 mètres carrés sur mes DPE, moi j'ai déclaré 220 mètres carrés. Et il me dit oui, mais ça, monsieur Mel, c'est la surface habitable intérieure. Nous, l'assurance, on doit prendre la surface des murs à l'extérieur. Donc vous n'avez pas 220 mètres carrés à assurer, vous avez plus que ça. Il faut prendre de mur à l'extérieur, Ouais, vous avez 230. plus les combles que j'avais pas déclarés non plus. Ouais. Et donc moi je me retrouve dans une situation où je lui dis mais attendez, mais vous foutez de moi, mais moi si vous me le dites pas, comment je suis censé être au courant de ça? Il me dit oui mais ça c'est pas, enfin je m'énerve pas contre lui parce que lui c'est un cabinet d'expertise mandaté par l'assurance, donc évidemment, en plus il était de mon côté, il était très sympa. Mais je lui dis mais comment je suis censé savoir ça? Il me dit bah ouais mais vous êtes censé le déclarer comme ça. Donc ça retenez-le bien, il faut déclarer l'intégralité du bien, surtout sur les immeubles de rapport. Sur les colocations c'est toujours un peu différent. Parce que c'est la copro qui assure l'extérieur du bâtiment, etc. Donc du coup, ça fait que bataille, etc. Ils ont appliqué de la vétusté sur mon placo, donc ils m'ont pas remboursé l'intégralité. Donc je me suis retrouvé à sortir 3 000 € de ma poche pour faire les travaux. Je me suis vachement embrouillé avec eux par rapport à cette histoire de mètres carrés assurables là. Ouais. Et ça a été vachement compliqué. Donc zone inondable, du coup. Et puis ce qui est fou, c'est que 2 semaines après, re-inondation. Donc heureusement c'était avant de lancer les travaux, mais coup sur coup ça fait 2 inondations, donc j'ai dû quand même poser 2 pompes de relevage, faire un drain de 15 mètres pour pouvoir amener l'eau de l'autre côté, etc. Et ça c'est le genre d'éléments, aujourd'hui avec l'expérience, j'y pense. Et je le sais, j'y fais attention, et avec tous les immeubles que j'ai achetés, je sais qu'il faut se méfier de certains éléments, et avec tous les projets qu'on a fait, il y a plein de points comme ça très précis qu'il faut regarder avant d'acheter un immeuble. Mais Ouais. quand tu démarres et quand tu n'as pas l'expérience, tu sais pas tout ça. Moi, je m'étais jamais dit que ça allait m'arriver, ce genre d'événement. Donc, ouais, zone inondable, effectivement, moi, je le ferai plus. Alors, après, c'est marrant parce qu'il y a 2 zones différentes. Il y a les vraies zones inondables. Ouais, c'est genre, t'as le Ok. fleuve qui augmente et qui. Oui, et où là, genre, tu sais, sur la cartographie, tu es dans la zone inondable. Ouais. Et après, tu as les zones pas très loin de la zone inondable. Mais du coup, effectivement, avec les dérèglements climatiques, avec tous les événements un peu exceptionnels qui arrivent maintenant tous les ans, il y a un événement climatique exceptionnel. Et il y a des montées des eaux. Moi, ça fait 3 ans qu'il y a des montées aux alentours de Bordeaux tous les ans et que ça inonde. Donc, même quand je suis pas dans une zone inondable à proprement parler, je fais attention.
Et après, oui, zone inondable, de toute façon, on ne peut pas avoir une habitation au rez-de-chaussée, sauf si j'ai un accès au premier étage pour m'échapper en cas d'inondation. Rez-de-chaussée, moi, je mets plus d'habitation, je mettrai que du commercial. Ou Ouais. alors location courte durée, parce que derrière les assurances, etc., c'est plus chiant avec un particulier qu'avec un professionnel. Et le particulier, ben, il vit dans l'appartement. Donc derrière, c'est aussi tous ces meubles qui sont foutus, etc. Et moi, je fais du carrelage au sol, mais moi, je fais même du carrelage sur les murs aussi maintenant. Je fais 1,20 m de carrelage sur le mur et je fais comme une piscine en fait. Tu sais, comme une, je vais faire sol, mur, comme ça, s'il y a 1 mètre d'inondation, bah, ça me flingue pas l'espace, Ok. ça monte, ça sort. Ouais, ça m'a tellement traumatisé que si je devais repartir sur un truc, moi je le ferais comme ça, avec les prises à 1,50 m du coup, zéro prise au sol, etc. Je me méfierais Ah quoi. ouais, intéressant. Ok, mais tu vois, sans qu'on en ait discuté, mais on a un peu le même instinct. Bah oui, il faut tout protéger, il faut faire attention. Et puis c'est un peu comme en finance. En finance, on dit que en, en trading, en investissement, la règle c'est toujours que ce qui n'est jamais arrivé arrive toujours. Tu sais, les événements un peu signe noir, genre un attentat, des choses comme ça, Hmm. bah, tu peux pas le prévoir. Tu te dis pas, tu peux faire toutes les statistiques que tu veux. Il y a toujours des événements exceptionnels qui se passent. Bah, même là, hein. Voilà, va prévoir une guerre avec l'Iran, va prévoir un bombardement de Dubaï, va prévoir des événements comme ça, tu peux pas. Donc il faut C'est toujours se clair. préparer à l'imprévu, quoi. Et se dire, c'est pas arrivé, mais ça arrivera demain. Donc du coup, quand j'ai Monia qui m'envoie la vidéo, avec l'eau à 3 cm de l'immeuble, moi je lui ai dit, écoute, je suis pas fan, parce que l'année prochaine, on prend 5 cm de plus, et ça y est, c'est foutu, il faut que tu refasses l'intégralité du logement, tu as des locataires qui peuvent pas vivre chez eux, il Ouais. n'y a pas de zone pour se réfugier au premier étage, donc j'étais pas chaud quoi sur l'idée. Je comprends, je comprends. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de Dubaï. J'étais dans le train, là, c'était lundi. Je Ouais, te raconte l'anecdote vitef. Il y a un couple devant moi. Tu sais, un couple qui doit avoir 35 ans, pas très loin des 40 ans. Tu sens qu'ils sont un peu frustrés dans leur vie, tu vois. ouais. On est un mercredi matin, ils sont dans le train, il est super tôt, parce que genre, j'avais pris le train à 6 h du matin. Tu sais qu'ils sont en train d'aller bosser et qu'ils avaient un trajet pro. Ils sont là en train de râler. Et puis c'était les premières vidéos, tu sais, des influenceurs à Dubaï là, Ouais. qui étaient en mode venez nous chercher et tout. Et la meuf devant moi, elle regarde une vidéo et tu sais, elle tape du coude comme ça à son mari. T'as vu tous les influenceurs là? Ils vont revenir en France payer des impôts, t'as vu? Ah, je suis mort. Tu sais, avec une espèce de hargne, de rage, Ouais. comme si tu vois comme si tu vois. En fait, le danger avec cette posture, c'est que tu sais, tu, tu, tu fais dépendre ta situation, ou du moins la résolution de tes problèmes, de facteurs extérieurs, comme si tu n'avais pas la putain de responsabilité de ce qui se passe dans ta vie. Et, euh, et tu vois, c'est un phénomène que je vois quand même pas mal. Et je voulais juste que les gens prennent un petit pas de recul par rapport à la situation, parce que, bien sûr, on peut critiquer plein de choses sur les gens qui s'expatrient à Dubaï. Déjà, le nombre d'influenceurs qui s'expatrient à Dubaï, il est peut-être de l'ordre de 10% de tous ceux et celles qui sont à Dubaï, donc c'est vraiment pas la totalité. Ouais, même moins que ça. Dubaï, c'est quand même une ville qui attire surtout des Asiatiques, des Indiens, des Chinois. Les Oui, mais influenceurs je veux dire, français, c'est genre 0,0. Ah, oui, tu veux mais, dire en France? oui, mais je veux dire Ouais. le nombre de Français à Ah Dubaï oui, oui, oui. qui sont dans les métiers de l'influence et sur les réseaux, Ouais, bien sûr. c'est de l'ordre de 10% peut-être même un peu moins, tu vois, des personnes sur place. Et donc, il y a plein de personnes qui y vont pas que pour l'optimisation fiscale, et c'est important aussi de le rappeler. Bon, beaucoup quand même. Non, il Moi, y mes en a. copains qui sont là-bas, ils sont partis à moitié pour le cadre de vie, Ouais, à moitié pour la fiscalité. ouais, je comprends. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un crime, c'est très bien qu'ils en profitent. Mais c'est vrai que cette attitude-là, c'est. Ouais, c'est. l'attitude, elle est affreuse, quoi. De- Mais ça, c'est les mêmes gens, inondation. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas investir en immobilier. Ouais. Après, tu te retrouves avec le truc inondé, etc. Genre, tu sais, Ouais, tu vas putain, chercher c'est ça. la justification en fait de pas passer à l'action. Quelle médiocrité. Ouais. Quelle médiocrité. Mais en plus, moi, j'ai des copains à. Parce que du coup, il y a deux manières de le voir aussi. Bon, ben, je rentre un peu dans le débat, mais on passe vite dessus. Mais moi, j'ai des copains qui habitent à Dubaï. Ouais. Mais t'inquiète pas que l'été, quand ils reviennent en France, avec ce qui claque, en TVA, rien qu'en TVA, ils ont payé plus que certains Français sur 5-10 ans en impôt sur le revenu. Hein. Ouais, Ça va très très vite. Hein. c'est vrai. Quand ils m'envoient les vidéos de leur semaine, etc. Moi, je peux pas aller avec eux, c'est pas possible. On n'a pas le même style. Moi, je pense que
Financièrement, je peux tenir 2 heures. Et encore, tu vois, 2 heures si on fait pas des activités. Et encore, si l'assurance m'a bien remboursé voilà. pour mon dégât. Voilà, parce que là sinon c'est chaud, tu vois. Mais c'est des gens qui ensuite aussi viennent en France, dépensent en France. Ça fait tourner l'économie entre la TVA qu'il faut payer, l'IS qui est payé sur ce que eux versent dans les restos, les boîtes, les logements qu'ils louent, etc. C'est aussi de l'argent qui circule dans l'économie. Bon voilà, de toute façon, c'est un débat sans fin parce que essayer d'avoir une espèce de photo de comment tourne l'économie, c'est très complexe aujourd'hui et ce serait trop difficile d'argumenter par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils dépensent, ils font tourner aussi ici quand ils viennent. Et puis bon, bah écoute, s'ils sont bien là-bas, tant mieux pour eux. Hein. Ça a l'air d'être un endroit très sympa. C'est vrai que moi, j'irai pas forcément tout de suite, quoi. Moi, j'irais bien pour voir. Moi, j'ai envie d'y aller pour voir, parce que c'est un tel mythe, et justement, ça attire tellement les convoitises, autant les gens qui sont admiratifs que les gens qui sont contre. Moi, je me dis, mais c'est quand même fou d'avoir une telle concentration de regard dans un seul endroit. Ah, il y a une grosse polarité. Et moi, c'est un truc qui me tente très bien, mais plutôt, tu sais, en vacances... Mais justement, en vacances, moi, mes potes, ils me disent qu'il n'y a rien à faire. Ah ouais. Enfin, moi, mes potes, ils passent leur vie à être dans d'autres pays. Tu sais, ils vont enfin, leur vie, non, je veux dire, ils travaillent à Dubaï. Dubaï pour le réseau, pour tout ça, il paraît que c'est génial. Mais derrière, ensuite, ils reviennent en France pour les vacances. Ils vont en Indonésie, ils vont au Mexique. Parce que Dubaï, moi, en tout cas, mon super pote qui habite là-bas, il me dit, oui, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ok. Tu bosses. C'est un peu New York d'il y a 30 ans, quoi. C'est travail, networking. Voilà, enfin, t'as fini ta journée. Ok. Donc ouais, non, mais effectivement, tout ça pour dire que les inondations, bon, c'est un truc que je ferais pas trop. Ah, tu te souviens quand il y a eu les inondations à Dubaï en plus? Les gens aussi, ils étaient trop contents. Ils étaient en mode, regarde leur pays, c'est pas prévu pour ça, etc. Ils font n'importe quoi, c'est eux qui font tomber la pluie. Ah, voilà. Alors que les fuites, elles ont été réglées en 2-2 et que les appartements, ils ont été refaits à neuf en 3 semaines. En France, ça aurait pris 4 ans. En France, putain, la dernière fois que j'ai acheté, sur le dernier immeuble de rapport que j'ai acheté, j'avais visité une ville qui avait été frappée par un épisode de grêle très très violent en 2022, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle de ça. Mais mec, ça avait été... Et c'était tombé, c'était à 30 minutes de là où j'avais acheté mon premier immeuble. Coup de chance, moi, dans la ville où j'avais investi, rien du tout. Et je passe dans une ville qui avait été touchée par l'épisode de grêle, mais je passe 1 an et demi après. 1 an et demi après. Il y avait toujours plus de la moitié des toitures qui étaient sinistrées. Donc c'est-à-dire que tu avais tu sais, les bâches avec les tasseaux qui sont vissés par-dessus, avec tout qui a été enlevé, et je fais mes premières visites sur le secteur, l'agent IMO me dit, bah oui, c'est les assurances qui traînent des pieds. Il y a ça aussi, hein. Dubaï, en 3 jours, c'est réglé. Hein. L'assurance, elle est passée, elle t'a tout refait, etc. En France, 1 an et demi après, et puis quand je vois comment moi j'ai galéré pour un dégât des eaux, alors là, Ouais, on est un peu lent sur l'administratif. C'est très long, l'administratif, c'est très très long. Ouais. Et putain, l'administratif, je rebondis, putain, avant de passer sur le sujet d'après, je voyais Tu sais, Inès, elle adore regarder 66 minutes là, le dimanche. Ouais. Et j'aime trop 66 minutes, les trucs comme ça. Tu sais, c'est des épisodes très courts, centrés sur un problème pour faire un peu rager les gens, justement. Tu vois. Et là, c'était centré sur un maire, justement, qui dénonçait un peu le problème de l'administratif en France. Et qui montrait la taille des dossiers et les éléments à fournir pour changer un réverbère. Tu vois, genre, changer les fenêtres d'une école en double vitrage. Ouais. Je sais pas, moi... élaguer les arbres d'une avenue, tu vois. Et lui était maire depuis très très longtemps et il disait mais je vois la France se complexifier administrativement, je vois la taille des dossiers augmenter et il montrait un dossier pour un réverbère mais sans déconner c'était à peu près ça quoi. Et donc tu as toutes les pochettes, tous les dossiers etc. Et c'est vrai que même lui disait voilà c'est pour nous aussi à la mairie c'est très compliqué, ça nous prend un temps de dingue, ça nous ralentit énormément forcément. Et donc derrière, ça a un impact sur tout ce qui se passe dans la commune, quoi. Ouais. Donc ouais, l'administratif, après là où il y a des problèmes, on les résout et ça peut être intéressant, mais c'est jamais très compliqué. Hein. Jamais très simple, pardon. Bref, trêve de digression. Dernière actualité. Ah, putain, administratif, ça tombe bien, en soi la transition est toute faite. Réouverture de MaPrimeRénov'. Ah ouais, j'ai vu ça il y a quelques temps. Ça avait été suspendu, tu sais, pendant très très longtemps parce ça a été suspendu avant l'été, ça a repris en septembre, puis ça a refermé. Ça a été resuspendu très rapidement. Il y avait deux raisons principales. Il y avait numéro 1, le nombre de dossiers à instruire, qui était tellement grand qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Et numéro 2, le nombre de fraudes
Il y avait énormément de fraude sur MaPrimeRénov'. Ouais. Et donc, du coup, ils essayaient de lutter, de mettre en place ça. Donc, ça y est, ça a réouvert. Le bureau a réouvert. On a encore 83 000 dossiers de 2025 à instruire. Il y a des énormes problèmes de délai sur MaPrimeRénov'. Et dans un autre 66 minutes, d'ailleurs, il y avait un couple qui disait « Ça fait 8 mois qu'on court après l'argent qu'on nous doit. Nous, on a décaissé des frais qu'on nous a promis qu'on allait nous rembourser. On est juste dans la merde, en fait. On n'arrive pas à se nourrir. C'est quand même hyper compliqué. Donc voilà. Et ils montraient un truc où ils appelaient MaPrimeRénov' et comme d'hab, tu n'arrives pas à les avoir et c'est très compliqué. Donc il y a beaucoup de dossiers à instruire. Tout est pareil, sauf que maintenant, on ne te rembourse plus isolation intérieure-extérieure. C'est sorti de MaPrimeRénov'. Putain, c'était vraiment genre le truc, le seul intérêt qu'il y avait. Ouais, mais du coup j'en parle parce que nous, les investisseurs, ça ne nous concerne pas trop, MaPrimeRénov'. Mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi, quel intérêt ça peut avoir, les inconvénients peut-être du système rapidement? Ouais, alors l'idée de MaPrimeRénov', c'est que c'est toujours soumis à plusieurs conditions en face. Le principal challenge qu'on a nous en tant qu'investisseurs avec MaPrimeRénov', c'est au niveau du financement bancaire. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif. Non mais attends, je comprends pas. Justement, l'État me rembourse une partie, donc a priori j'emprunte moins et ça devrait être plus simple. Bah figurez-vous que c'est tout le contraire. Parce que pour pouvoir faire valider le dossier MaPrimeRénov', déjà il faut être propriétaire. Tu peux difficilement lancer les démarches vraiment à l'avance. Quand tu es propriétaire, les démarches sont lancées. Et entre le moment où les démarches sont lancées et le moment où le dossier est validé et les travaux commencent, il peut se passer 6 mois, il peut se passer 1 an. Les délais sont super longs et en attendant, toi, tu es propriétaire et tes travaux, ils ne démarrent pas. Donc ça, c'est le premier point. Numéro 2. Ce qui fait que souvent, il faut que tu décaisses du coup, de ta trésorerie perso pour lancer les travaux en te disant je me ferai rembourser après, quoi. C'est exactement ça. Donc ce qui se passe, c'est que les propriétaires veulent gagner du temps, payent de leur poche les travaux pour pouvoir commencer et gagner du temps. Et donc, ils se retrouvent à sortir énormément de liquidités. Ça fait peur aux banques parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être remboursés. Parfois, ça peut être 6 mois, parfois, ça peut être 12 mois. Là, on voit qu'il y a des dossiers encore de 2025 qui ne sont toujours pas traités. Et donc, derrière, ça additionne une quantité de risques plus importante. Et on va ajouter également un autre critère important. Alors oui, il y a une forme de remboursement, mais des fois, il y a aussi des dossiers qui capotent. Il faut savoir que les personnes qui passent par MaPrimeRénov', les artisans qui réalisent les travaux via MaPrimeRénov', sont des artisans qui ont une agrégation, comment ça s'appelle déjà ? RGE. RGE. C'est RGE, tu l'as le diminutif ? Non, je sais plus. Je sais plus ce que ça veut dire. Donc, entreprise RGE, donc, avec quelques normes responsables, écologiques, etc. Et ces entreprises coûtent en moyenne 30% plus cher que les entreprises classiques. Parfois, c'est même 50% plus cher. Donc, en cas de problème, la banque se retrouve avec quelqu'un qui a sorti beaucoup de liquidités et finalement qui a surpayé ses travaux. Et donc, ça peut créer des cas de faillite et on en a vu quelques-uns passer. Donc, en fait, ça peut faire peur aux banquiers de savoir que MaPrimeRénov' est engagé dans le projet d'investissement et on a des dossiers qui capotent à cause de ça sur des gros montants, sur des gros financements, sur des gros immeubles à rénover. Donc, ça représente un danger pour nous investisseurs. Alors qu'en passant par le circuit traditionnel, sans chercher à faire ces économies-là, les travaux nous coûtent moins cher, on peut les déduire, etc. Ça va beaucoup plus vite. Et nous, on préfère la vitesse aux petites économies qu'on peut faire dans l'investissement. C'est toujours une question de timing. Une opération qui se déboucle en 1 an et demi versus une opération qui se déboucle en 6 mois, puis t'en fais une autre les 6 mois d'après, puis t'en fais une autre les 6 mois d'après. Plutôt qu'économiser 30 000 € sur les travaux du premier, vaut mieux être dans un bon enchaînement, quoi. C'est ce qu'on appelle le délai de portage. Les marchands de biens, ils y sont vachement soumis parce qu'ils ont des vraies contraintes de temps. Où il faut non seulement qu'ils vendent vite pour pouvoir vite passer à l'opération d'après, parce que chaque nouvelle opération injecte de l'argent frais dans la société. Et en plus de ça, ils ont des délais de 5 ans maximum, par exemple, pour pas surpayer des frais de notaire, parce qu'ils ont des frais réduits, sauf s'ils dépassent les 5 ans. Donc eux, ils sont très soumis à ça. C'est vrai que dans le locatif, les frais financiers aussi qui sont énormes, ils payent beaucoup d'intérêts très rapidement. Bien sûr, de toute façon, moins je le vends vite, plus je vais payer de taxes foncières aussi, de choses comme ça, etc. Ouais. Mais donc le délai de portage, on en est moins conscient dans le locatif, et pourtant il est hyper important. Et on n'y pense pas assez, mais plus vite je fais mon opération, plus vite je peux passer à l'opération d'après, plus vite je fais de l'argent, et donc plus vite je m'enrichis, j'amortis mon patrimoine. Ouais. Mais donc, effectivement, entreprise RGE, il y a 2 points aussi hyper importants. Ni toi ni moi, on n'a jamais fait appel à ça.
Oui. On a accompagné plus de 500 personnes, on a réalisé des centaines de projets, on n'a jamais monté un dossier par rapport à ma prime rénov ou aux aides de l'ANA. Si, on a déjà des clients qui ont testé leur montée. Alors, moi le seul que j'ai, c'est Thibaut, Ouais. mais il l'a pas fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a comparé les deux, parce que Thibaut, il est hyper analyste, il est hyper chiffre, il est hyper cadré. Moi, je me souviens qu'on avait fait tout un tableau ensemble, où en fait, il avait tout comparé, et il m'avait dit, si je passe par ma prime rénov, en gros, les travaux, au lieu de lui coûter 130, il lui coûtait 165, 170, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, ça Les coûte plus travaux, cher. déjà, ils te coûtent plus cher, parce que tu as plus de volume de travaux, tu as des optimisations très coûteuses à mettre en place, genre des packs et des choses comme ça, qui en plus sont même pas forcément si efficaces que ça, si c'est mal fait. Donc c'est vraiment. C'est ça, 30% de plus. C'est un J'étais en train partant de du calculer. combattant. Ben, c'est ça. Ouais. Donc c'était vraiment. On avait posé les chiffres, c'était plus cher. Et en plus de ça, derrière, c'est quand même assez compliqué. C'est des aides qui sont vraiment mises en place pour les résidences principales. C'est monté et conçu pour monsieur et madame tout le monde qui achète sa résidence principale Ouais. et qui va la remettre dans des normes énergétiques intéressantes. Mais pour les investisseurs, ça ne l'est pas forcément. Je crois que c'est compliqué avec les SCI de le faire, sauf si c'est des SCI plutôt à destination d'habitation, résidence principale. Mais si tu fais du locatif classique, il y a des choses qui diffèrent. J'ai pas tout en tête parce qu'on ne le fait pas, forcément. Mais c'est pas simple pour un investisseur en plus de demander ces aides. Donc déjà, c'est plus cher, ce qui fait que c'est moins rentable. C'est très compliqué au niveau de la banque. Il ne faut surtout pas dire qu'on fait appel à ma prime rénov. Il faut le faire après parce que en cachette, quoi qu'il arrive, il faut que je lève l'argent pour les travaux et que je fasse les travaux. C'est que dans un deuxième temps que je me fais rembourser. Donc il ne faut pas le dire à la banque. C'est plus d'argent à demander à la banque. Donc c'est potentiellement plus d'apports, c'est des conditions qui sont moins bonnes. Et en plus de ça, la demande est très compliquée parce que ça ne m'est pas destiné en tant qu'investisseur plutôt en résidence principale. Et en plus de ça, les artisans, tu l'as dit, c'est plus cher, mais c'est aussi plus de délai. Quand je suis artisan RGE, il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas si intéressant que ça pour les artisans. Moi j'ai plein d'entreprises qui ont abandonné le certificat RGE en expliquant que c'était trop compliqué, trop chiant à aller chercher, que ça les arrangeait pas du tout, que ça leur faisait même pas gagner forcément plus que ça, même si sur facture, parce que eux aussi c'est des matières premières, des matériaux plus chers, etc. Donc bref. Donc en plus c'est des délais de travaux qui sont plus longs. Donc l'un dans l'autre c'est plus long, c'est plus long, plus cher, plus chiant, plus tout ce que tu veux. Donc voilà quoi. Donc au bout du compte, c'est plus rentable. Voilà, c'est ça. Au bout du compte, c'est plus Ça rentable. n'est plus rentable. Donc ça a réouvert, c'est super. C'est super, mais pas du tout intéressant pour nous. Donc, C'est voilà. intéressant pour monsieur, madame, tout le monde sur sa résidence principale. Quoi. Et encore, c'est intéressant si tu as de l'argent et si tu es capable de décaisser pendant 6 mois, 1 an et demi, et que tu n'as pas peur de courir après ma prime rénov pour récupérer ton argent. Quoi. C'est ça. C'est plutôt ça. Et en plus, maintenant, tu n'as plus les isolations. Donc voilà pour les actus. Ok. Eh ben les news. Les news. Ah ouais, on a des nouvelles choses à vous partager, messieurs, dames. On avait commencé à vous teaser sur un podcast précédent. Je crois qu'on en avait parlé il y a On en avait parlé, mais il y a quelques semaines. très vite fait. Ouais. Et messieurs, dames, on vous déclare aujourd'hui officiellement le lancement de Edifice Clé en main. Donc vous connaissiez Edifice Club Imo, on avait échangé, on avait fait un peu de rebranding il y a quelques mois. Donc Edifice Club Imo, c'est la branche aujourd'hui formation accompagnement où on apprend aux gens le métier d'investisseur, on vous apprend à dénicher les meilleures affaires, on vous chiffre les travaux parce que le off-market c'est 24-48 heures max pour se positionner. Et donc, on a besoin de vous chiffrer les travaux pour que vous puissiez très vite saisir les opportunités. On se déplace sur le terrain, on a des fiscalistes, on a des comptables, on a des experts sur le financement. On a mis en place plein de trucs incroyables dans cet écosystème. Mais on s'est aperçu qu'il y avait quelques personnes, même un grand nombre de personnes, qui n'ont également pas le temps du tout d'apprendre le métier et qui ont envie juste d'avoir des projets. Et donc, on a décidé de réfléchir à des solutions et je vous informe officiellement aujourd'hui du lancement d'Edifice Clé en main où c'est nous directement qui nous occupons, comme une entreprise de chasseurs, de vous trouver les opportunités. Alors, c'est quoi la différence entre les opportunités que nos clients trouvent sur les accompagnements et les opportunités que nous, on trouve en off-market? L'intérêt, c'est de ne pas être en concurrence. Pourquoi? Parce que si une personne qu'on accompagne dans un secteur, elle développe son réseau, elle fait appel au réseau qu'on lui donne et que nous, du même côté, on a beaucoup plus de poids et on pirate tous les biens du secteur, ça crée une concurrence qui n'est pas saine. Aujourd'hui, notre stratégie sur la formation, elle est double. D'un côté coloc, de l'autre côté, les immeubles de rapport. Et bien en fait, l'idée du clé en main, c'est qu'on va apporter une troisième jambe justement à la stratégie et on va pouvoir se positionner dans des villes qui coûtent plus cher, là où a priori la rentabilité
est un peu trop dur à trouver pour les investisseurs, des villes à 2500, 3000, 3500, 4000 euros le mètre carré. Et quand on arrive à aller chercher des prix incroyablement bas, eh ben on arrive à trouver de la rentabilité. Alors comment on fait? Concrètement, vous connaissez déjà le off-market des agents IMO. Les agents IMO, quand on commence à devenir pote avec eux, ils peuvent vous pousser des opportunités qui coûtent moins cher avant qu'elles soient officiellement à la vente. C'est pas mal, mais ça a sa limite et ça représente en réalité seulement 40% des opportunités off-market qui existent. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, il y a un gros vivier, il y a déjà vraiment de quoi faire. Mais les 60% restants, qu'est-ce que c'est? Numéro 1, c'est les marchands de biens. Les marchands de biens sont souvent limités à 3-4 opérations par an, ils ne peuvent pas tout saisir. Et donc les marchands de biens, ils nous envoient à nous directement, Edifice, des opportunités. Mais pas juste des opportunités, les marchands de biens, des fois, ils ont aussi besoin de liquidité. Tout à l'heure, on l'évoquait avec Arthur, un marchand de biens qui a besoin de faire une nouvelle acquisition, mais parfois il va brader certains de ses lots ou de ses immeubles pour récupérer du cash et partir sur une meilleure opération. Et donc nous, on se positionne à ce moment-là, c'est nous qu'on contacte, les marchands de biens nous contactent pour nous pousser des opportunités à des prix fracassés. Et derrière, ça nous permet dans ces secteurs de taille moyenne ou dans des grandes villes d'aller chercher des projets sur lesquels il y a des chouettes plus-values à faire, sur lesquels il y a de la rentabilité également à aller chercher. Et puis d'autres personnes peuvent également être intéressées par des stratégies un peu plus équilibrées dans des très grandes villes. On est en mesure d'aller également les chercher avec des très bons prix d'achat. Donc les marchands de biens, mais les foncières également. Donc les foncières qui sont des grandes entreprises, qui cumulent beaucoup de lots, qui rachètent massivement. Eh ben, il y a quelques foncières qui font faillite sur les dernières années, quelques foncières qui font de la réorganisation d'actifs et qui bradent certains lots. Plutôt que de passer par les circuits traditionnels qui sont longs, etc., eh ben nous, on a 400 investisseurs, 500 investisseurs maintenant dans la team qui sont finançables. Donc tout de suite, on peut positionner quelqu'un et donc en contrepartie, on nous fait des prix hyper intéressants à l'achat. Il y a également les syndics de copro. Aujourd'hui, on est de plus en plus immiscé, je dirais, dans les syndics de copro pour repérer les lots sur lesquels il y a des défauts de paiement, des charges de copropriété. Et avant que ces biens soient mis aux enchères pour solver les dettes, eh ben on peut se positionner, récupérer les projets. Et puis j'en oublie un dernier, les notaires. Les notaires, les successions, les transmissions, c'est assez difficile de tisser des vrais liens avec les réseaux notariés. Souvent, il faut avoir fait plusieurs opérations, plusieurs dizaines d'opérations parfois. Et donc aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qu'on a travaillé déjà depuis maintenant 7 ans que je suis dans l'immobilier. Donc des opérations avec les miennes et celles de toute la communauté Edifice, on commence à en cumuler un paquet. Et donc on a des notaires qui aujourd'hui nous contactent directement pour des transmissions, des successions, et on passe avant tout le monde sur ces genres d'opportunités. Donc l'idée du clé en main, c'est une entreprise de chasse immobilière où on va pouvoir d'une part vous former, vous apprendre le processus avec la branche Club Imo et en même temps directement vous pousser des opportunités de l'autre côté avec Edifice clé en main. On trouve des opportunités, contrairement à quand on fait des visites avec un agent IMO. Vous le savez, ceux et celles qui sont en visite, on négocie souvent contre l'agent IMO, il ne joue pas toujours de notre côté, c'est dur, c'est pas facile, parfois il y a des négociations qui ne passent pas. Là, l'intérêt, c'est que nous, les biens, ils sont déjà négociés et on vous les pousse déjà tels qu'ils sont au maximum de leur efficacité, au maximum de la négociation. Et donc c'est intéressant, on gagne beaucoup de temps, on vous pousse 2-3 opportunités, quand il y en a une qui vous plaît, on la saisit. Et derrière, on a un système d'honoraires au pourcentage, justement chez le notaire, où là on va pouvoir se rémunérer du coup sur la transaction, parce que bien sûr, on ne fait pas ça gratuitement, vous vous en doutez, on n'est pas l'abbé Pierre non plus, on veut bien investir. Tu n'es pas Mère Teresa, non, Martin? on veut bien aider toute la France, mais forcément, l'idée c'est que chacun puisse y trouver son compte. Donc le fonctionnement c'est ça, et puis derrière, nous on prend aujourd'hui des entreprises avec qui on a l'habitude de travailler pour la rénovation, donc on s'occupe du chiffrage des travaux, on peut mener les projets jusqu'au bout, on pourra même proposer un service de gestion locative qui va sortir dans quelques semaines ou quelques mois. Et quand les travaux se passent bien, si vous êtes intéressé, on pourra vous fournir les meubles avec la menuiserie Martin. Vous savez, cette entreprise que j'ai qui fournit des packs de meubles pour les investisseurs et on a des ententes avec les artisans pour qu'ils puissent faire le montage des meubles. L'intérêt de cette stratégie-là, c'est que ça vous permet donc de trouver des opportunités proches de chez vous, mais pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, sur ce nouveau service, nous, on couvre tout le territoire français et on est en mesure de vous faire acheter, si vous habitez à Paris, un bien peut-être sur la côte, sur le sud-est de la France, proche de Marseille, proche de Montpellier. Je sais qu'il y en a beaucoup
des Parisiens qui sont intéressés de faire ce type de transaction, ou bien peut-être plus du côté de la Normandie, c'est même parfois encore plus proche. Et aujourd'hui, on couvre vraiment toute la France. Et l'intérêt, c'est comme c'est pas vous qui cherchez et que c'est pas vous qui rénovez, et ben le territoire, c'est plus un cercle à 1 heure en voiture à côté de chez soi. Ben, c'est qu'on peut commencer à avoir un territoire de chasse beaucoup plus grand et vous pouvez, du coup, toute la France devient accessible pour vos investissements locatifs. Donc voilà, très simplement, si aujourd'hui vous êtes intéressé par ce type de collaboration, vous me commentez, vous nous envoyez un petit message sur Instagram, je pense que ce sera le plus simple. Venez nous suivre sur Instagram, vous nous envoyez un petit message à Martin-Édifice. Vous nous envoyez un petit message en nous disant voilà, j'ai entendu parler de l'offre clé en main dans le podcast et on fera un petit appel de 15 minutes pour vous présenter en détail l'offre, comment ça se passe, le fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait exactement pour vous. Et puis ensuite, si vous êtes motivé, on part en chasse et on vous pousse des opportunités. C'est ça. Tout simplement. En fait, le résumé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on va pouvoir travailler avec un spectre de personnes plus large. Je veux absolument tout apprendre à faire moi-même pour pouvoir le dupliquer, le refaire et me bâtir moi-même mon patrimoine. Je n'ai absolument envie de toucher à rien et de ne rien faire du tout. On est capable de faire les deux et entre les deux, il y a des nuances. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre mais qui veulent aussi qu'on leur pousse des biens. Enfin, il y a plein de choses différentes. Donc ça y est, maintenant, on est capable de travailler là-dessus et sur tous les secteurs, petites, moyennes, grandes villes en France, dans quasiment tout le territoire français. Il y a encore des territoires qui résistent encore et toujours à l'envahisseur à conquérir. Ouais, notamment Strasbourg qu'on développera un peu plus tard. C'est ça, on ne peut pas tout faire en même temps parce que le but, c'est pas d'aller trop vite, c'est de commencer avec des secteurs qu'on maîtrise vraiment très très bien et d'évoluer par la suite. Donc là, aujourd'hui, Sud-Est, effectivement, notamment Marseille, Montpellier, Toulouse, Normandie, avec Le Havre, Caen et Rouen. On a aussi Bordeaux, Bayonne, évidemment, puisque nous, on est d'ici. Et le reste aussi se développe tranquillement. Rennes aussi, quand même, qui commence à prendre. Ouais, la Bretagne, le Sud-Est, le Sud-Ouest, on est aujourd'hui assez implanté. La Normandie également qui s'est bien développée. Et puis on continue de faire grandir cet écosystème parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On me demande souvent non mais vous êtes combien dans l'équipe Édifice? Mais aujourd'hui dans le groupe Édifice on est 14 et ça continue d'augmenter toujours et encore. Donc voilà, c'est un écosystème qui est en train de se bâtir. On en est super fiers parce que vous étiez très nombreux à nous le demander. Donc voilà, c'est fait, c'est officiel, messieurs, dames. Vous nous envoyez un petit message sur Instagram pour ceux et celles qui sont motivés de découvrir ce qu'on peut proposer. On vous a beaucoup montré au travers des immersions sur YouTube ce qu'on fait quand on vous apprend à le faire. Forcément, si on est capable de vous apprendre à le faire, on peut le faire également pour vous. Et on peut vous apprendre encore plus facilement à le faire si on peut directement vous pousser des opportunités. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur de toute façon, il y aura des vidéos, il y aura du contenu, etc. Le premier projet aussi est en train de se concrétiser. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on l'a lancé il y a 2 jours, mais en fait, on a commencé à travailler certains projets en avance. Donc là, on a le premier projet qui va se déboucler très rapidement. Donc ça pourra permettre aussi peut-être de le montrer, de voir un petit peu exactement à quoi ça ressemble et à quoi on peut s'attendre sur cet aspect clé en main. C'est super intéressant parce qu'on est quand même sur un immeuble de rapport. Le clé en main, ça peut être des studios, des petites surfaces en centre-ville, ça peut être aussi des immeubles de rapport, il y a plein de stratégies différentes et encore une fois, c'est là aussi où c'est intéressant. J'en parlais avec Marine à Paris hier et on en discutait et en fait, ce que je lui expliquais, c'est qu'on trouve des projets qui correspondent aux objectifs. Ouais. Parce qu'on reste dans ce côté volonté d'enchaîner pour les investisseurs la plupart du temps. Ils ne veulent pas faire un projet, ils veulent en faire plusieurs, se bâtir un patrimoine. Et donc en fait, on est un peu partenaires côte à côte. Et quand j'ai les objectifs de la personne, que je sais où est-ce qu'elle veut aller, le but, c'est pas de lui trouver n'importe quel projet, c'est de trouver le projet qui correspond à la situation, au financement, aux objectifs. C'est ça. Et le projet dont tu es un peu fier, quoi. Ou après, tu te dis, putain... J'ai quand même bouclé un truc qui est sympa. Sur un premier projet, c'est top. Ça y est, je peux passer au suivant, quoi. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée des chiffres là, de ce premier immeuble qu'on va déboucler, c'est un projet tout compris à 330 000 €. Donc en comprenant le prix d'achat, les frais de notaire, les travaux et les honoraires édifices. 330 000 € dans une ville à 3 500 € le mètre carré. Donc c'est un immeuble de 110 mètres carrés. Je vous laisserai faire le calcul chez vous. Je vais vous simplifier la vie, ça fait 385 000 € de prix de revente minimum si on se base sur le prix au mètre carré. Or, nous, on rénove bien et on meuble, donc on peut facilement penser qu'on va pouvoir le revendre au-delà des 400 000. Et donc, c'est un projet qui coûte 330 000 € en tout et pour tout. Il y a 2 500 € de revenus locatifs qui tombent tous les mois, donc on est un petit peu en positif, mais surtout on est dans un secteur qui a pris 7% de croissance l'année dernière, qui continue, qui est en
en très grande dynamique de croissance, avec une forte tension locative. Et donc, voilà, ce type d'opération, on en sort tous les jours. On en a certains qui voudront aller chercher un peu plus de cash flow, d'autres qui seront un peu plus portés sur le côté patrimonial parce qu'ils visent la transmission peut-être pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. L'idée, c'est vraiment d'adapter nos critères de recherche à votre stratégie, à votre profil, vos envies. Et derrière, on monopolise, on active toute l'équipe édifice du coup pour chasser un peu partout. Très cool. Ouais, c'est hâte de faire du contenu un peu. Ouais, c'est très très excitant comme nouveau service. Kevin, il est parti sur justement cet immeuble pour Antoine et Carole. Kevin, tu sais, il est parti dessus avec Antoine. Parce qu'Antoine, il avait envie de déléguer le projet, mais il a quand même envie d'apprendre, de voir comment ça marche, etc. Et Kevin, on s'était mis d'accord pour que son fils vienne sur place et prenne, tu sais, des vidéos pour faire un peu de contenu, etc. Kevin, il est revenu, il m'a dit, laisse tomber, c'est dégueulasse. Il m'a dit, mon fils, la caméra, elle bouge dans tous les sens. Parce que son fils, il est venu, il a essayé de prendre des séquences, quoi. La caméra, elle bouge dans tous les sens, on voit rien, etc. Donc malheureusement, j'ai pas d'image à sortir de ça. Il m'a fait trop rire, le petit. Et il y a des vidéos genre, papa, c'est bon, ça filme. Voilà, donc peut-être qu'on prendra un cadreur la prochaine fois. Merci en tout cas au fiston d'être venu quand même. On apprécie beaucoup parce que tu as sacrifié une demi-journée de vacances pour ce tournage. Mais effectivement, pour l'instant, apparemment, les images ne sont pas exploitables. Donc on vous mettra peut-être du contenu flou par rapport à ça si vous voulez voir, quoi. Et justement, prochain événement super intéressant. Donc là, on est mi-mars. Début mai se tiendra le séminaire annuel d'édifice. Tu teases un peu ? Je tease un peu parce que ça y est, ça arrive. J'ai toujours envie de faire ma petite vidéo, teasing là, pour montrer un peu le séminaire de l'année dernière. Mais séminaire cette année qui va être un peu plus long. Il y aura aussi des intervenants. Ça va être toujours aussi dense, mais toujours aussi sympa. On a prévu des dîners rooftop, des cours de surf, des choses comme ça. Est-ce que tu nous teases un peu le séminaire là ? Déjà, pour qui est-ce qu'il est ce séminaire ? Qui viendra ? Qui sera sur place avec nous ? Qu'est-ce qu'on va y faire exactement ? Alors, c'est le séminaire Fast and Building qui se tient une fois par an dans le groupe Édifice. Donc, en fait, le fonctionnement du système Fast and Building, c'est des personnes qu'on accompagne à enchaîner plusieurs investissements d'affilée. Donc, il y a une condition pour pouvoir y participer, c'est d'avoir déjà fait une opération rentable dans le cadre d'un accompagnement avec Édifice, et c'est pour les personnes qui ont envie d'enchaîner, de voir la suite de leurs investissements. Donc le fonctionnement, c'est très précis. On voit 3 éléments clés pendant ce week-end de séminaire. Numéro 1, on parle de la fiscalité au niveau d'au-dessus. Vous connaissez tous les investissements en nom propre, en SCI, c'est quand même assez répandu. Et bien là, on va commencer à bâtir les systèmes au-delà de ces simples systèmes non propres SCI. C'est comment on fait pour multiplier plusieurs sociétés. Est-ce qu'il y a un moment donné où on crée une holding en SAS, en SARL? C'est quoi les systèmes de rémunération qu'on met en place? Est-ce que la personne elle a envie de lancer une entreprise demain? Ou est-ce qu'elle a envie d'utiliser ses fonds pour des placements? Ou est-ce qu'elle a envie de vivre de l'immobilier? Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on construit cette stratégie fiscale à un niveau bien supérieur, parce que la façon dont on fait son premier projet, sa première coloc, son premier immeuble, c'est pas la même façon dont on fera le deuxième, le troisième, ça change. Parce qu'on atteint des plafonds fiscaux. Et puis numéro 2, on atteint des plafonds d'endettement également. Et donc pendant ce week-end de séminaire, je montre toutes les stratégies en toute transparence, avec les erreurs, avec les réussites que j'ai eues, qui m'ont permis de lever, quand j'étais salarié, en cumulé 945 000 € auprès des banques, alors que j'avais un salaire de moins de 2 000 € par mois. Donc les erreurs que j'ai faites, et l'idée c'est qu'on personnalise justement ces conseils, on leur montre comment éviter les erreurs que j'ai faites pour qu'eux arrivent à enchaîner plus rapidement, plus facilement leurs projets. Et donc j'ai levé plus que ça par la suite, mais il y a eu une transition en tant qu'entrepreneur entre les deux. Donc ça c'est le deuxième élément. Et numéro 3, c'est un double élément, c'est d'une part la méthode chasse-terrain, où on leur apprend comment, depuis leur canapé, ils peuvent réussir à trouver des immeubles à 12, 13, 14% de rentabilité. On en a vu quelques-uns passer également, sans sortir vraiment de son canapé, sauf pour aller conclure le projet. Il faut quand même faire la visite. Il faut quand même faire la visite, bien sûr, mais c'est une méthode qu'on a mis en place qui, quand on maîtrise les fondamentaux, qu'on a déjà réussi à trouver des projets rentables, eh ben, on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Et puis également, c'est le fait d'apprendre à développer son propre avantage concurrentiel. Mais ça, je ne vais pas en parler encore. Tu prends pas l'exemple de Brice Développer son propre avantage concurrentiel. Non, je ne vais pas en parler. Je vais pas en parler maintenant. Okay. Tu fais le timide, quoi.
Ouais, non, Ok. mais c'est un truc, c'est un peu plus poussé pour les investisseurs avertis. Comment je vais mettre un système, si je vous le résume, c'est comment je mets en place un système qui me permet, avec ma personnalité ou avec mes compétences ou avec autre chose, de pouvoir faire beaucoup mieux ou beaucoup moins cher que les autres investisseurs sur certains sujets précis. Et comment ça va jouer à mon avantage dans la croissance de mon patrimoine. Donc c'est ça, c'est un moment génial. C'était génial celui qu'on avait fait l'année dernière. Je me rappelle, pour ceux qui étaient motivés, on était allés faire un cours de surf tous ensemble, on était allés faire C'était marrant le surf. plein de trucs sympas. Et puis il y a eu plein d'associations également entre eux, parce que on est un club, donc il y en a plein qui font des projets entre eux par la suite, qui lèvent sur des plus gros investissements. Des nouvelles idées aussi, il y a peut-être des club deals qui peuvent sortir, qui peuvent déboucher de ce type d'événements. Donc voilà, super. Nous, c'est toujours un événement qu'on adore faire parce que du coup, c'est toujours nos 30, 50 plus gros clients, je dirais, enfin qui font les projets les plus gros qui sont avec nous ou qui ont le plus de motivation pour les enchaîner. Et ça, Ouais. c'est toujours un bonheur d'être pendant un week-end complet avec des personnes qui pensent comme soi, qui investissent comme soi, qui sont dans la même dynamique, quoi. Sachant que là, en plus, on est 31 pour l'instant, avec quelques personnes qui vont se rajouter au fur et à mesure. Tu vois, Nicolas et Patricia, peut-être, qui vont venir aussi. Donc, je pense qu'on va être 35-40 cette année, comme l'année dernière. L'année dernière, on était 42. Ouais. Donc, ça va être ça. Donc, trop hâte. Peut-être, si le teasing est sorti, qu'on mettra le teasing à la fin de cette vidéo. Oh. Je ne sais pas. Ça dépend de Dorian. Mais écoute, très cool, très très cool. Ça m'a fait plaisir. Hâte de faire le prochain podcast qui va être un peu particulier le prochain. On aura un invité sur le prochain podcast et non des moindres. Alors je ne vous dis pas qui c'est, vous le découvrirez directement sur place. En tout cas, petit indice, il a introduit 2 sociétés en bourse. Il a fait toute sa vie dans l'immobilier et on peut le dire, c'est un crack. Il est costaud, ouais. Il est costaud, il est très costaud. Donc on a hâte de tourner cet épisode d'ici quelques semaines. Et puis écoute, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Prochaine vidéo qui sortira après celle-ci, ce sera une immersion. Ce sera celle de Nicolas, je crois, si je ne me trompe pas. Donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé ce podcast ou de l'avoir écouté sur les plateformes Apple Podcast, Spotify. Comme d'habitude, on est présent partout. Merci Martin pour ce moment. N'oubliez pas, je vous remets une vidéo à la suite de celle-ci, d'aller regarder nos immersions pour tirer du contenu vraiment terrain, extrêmement intéressant et surtout applicable sur vos projets, de l'optimisation, comment réduire ses coûts, comment est-ce qu'on fait de la division. Et d'ailleurs aussi, c'est un peu le but du clé en main, c'est d'amener, si je prends le passage de la mezzanine par exemple sur ton immeuble de rapport, tiens d'ailleurs je mettrai cette vidéo, c'est ce genre d'optimisation qu'on va amener dans les projets qui peuvent rapporter tout simplement 24 000 euros de plus-value instantanée parce qu'on va créer de la surface habitable pour une mezzanine qui en a coûté 1500. Tous ces exemples-là, vous les retrouvez sur les vidéos immersion. On vous laisse, on vous dit à très bientôt, défoncez tout sur vos investissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pour le prochain podcast et on vous dit à bientôt. Salut à tous.